On a eu plus de 1000 participants la première fois, donc j'espère qu'il y en aura autant, sinon plus cette fois-ci. On a 2 points à l'ordre du jour. La première fois, on avait parlé des questions de démocratie, de crise de la démocratie. Cette fois-ci, on a plutôt axé notre discussion sur le sort de la jeune génération. Qu'est-ce que, notamment à la lumière de la crise de la Covid, qu'est-ce que la gauche, qu'est-ce que les organisations de gauche peuvent proposer, en tout cas, puisqu'elles ne sont pas aux affaires, pour remédier à leur situation qui est très difficile, comme vous savez. On a mis simplement 2 points à l'ordre du jour. Un premier point sur la situation politique, pour faire court. Et puis le deuxième, on va discuter, au maximum, cette discussion durera 1 heure et demie de toute manière. Pour la bonne marche des choses, je pense qu'il faut limiter, si vous en êtes d'accord, les temps de parole à 3 minutes à chaque fois. Alors si ça déborde un peu, c'est pas très grave, mais chacun peut revenir, puisqu'on est quand même plus de 10 participants. Mais on va faire un effort de synthèse et de concision. Et donc, je vais lancer la première discussion. Il y aura donc 2 points. Un, politiquement, on en est où? Deux, les questions qui concernent la jeunesse. Sur le premier point, chacun va s'exprimer de manière absolument libre, évidemment. La question que je me pose, moi, est la suivante. Après tout, il n'y a pas d'espoir, de perspective, de victoire possible sans qu'il y ait un minimum d'unité à gauche. On essaye d'aller dans ce sens, c'est un des 2 objectifs de notre association Engageons-nous. La première étant de renouveler les propositions, la deuxième, c'est de travailler au rapprochement des différents courants. Donc, dès lors que cette instance dans laquelle nous sommes tous aujourd'hui existe, je pense qu'il faut essayer de la pérenniser et essayer de l'officialiser sous une forme ou sous une autre. Alors, ça peut être un comité, une coordination, un rendez-vous, enfin, peu importe, je laisse la discussion ouverte et chacun s'exprimera là-dessus comme il l'entend. Mais ça me paraît important dans la mesure où le temps nous est compté. Hein. Si on attend l'automne pour se poser la question de la convergence, on risque d'être pris par le temps. Et comme vous le savez, je crois que c'était ça comment dire, l'enseigne de notre exercice. On ne se pose pas aujourd'hui la question de savoir qui va représenter la gauche, mais de savoir quel est son projet et quelle est sa stratégie. Donc on ne s'occupe pas tellement du qui pour l'instant, ça viendra à l'automne, immanquablement, mais on s'occupe du quoi. Qu'est-ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Donc là-dessus, je vais maintenant vous passer la parole dans l'ordre qui vous sied, ça m'est égal en fait. Si quelqu'un veut prendre la parole sur comment concrétiser, comment faire avancer notre unité et nos volontés, nos projets communs. Voilà. Qui est-ce qui veut démarrer là-dessus? Philippe Dort. Je vois que Philippe Dort a levé la main. Oui, mais on ne l'entend pas. Il faut qu'il mette son micro. Philippe, il faut que tu mettes ton Voilà, micro. c'est bon là, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Bon, bonjour à toutes et tous, je vous appelle de Bordeaux. D'abord, merci à Laurent de cette initiative. Faire le bilan de la politique actuelle, on ne va pas s'y essayer, ça serait trop long, mais on se rend bien compte que nous sommes dans une république particulièrement déstabilisée et avec une société qui l'est aussi beaucoup, avec l'histoire, bien sûr, de cette Covid. En ce qui concerne la gauche, une fois qu'on a dit qu'il faut se rassembler, bien sûr, mais rappeler encore une fois que le rassemblement de la gauche, ce n'est pas un projet politique. Ce qu'est un projet politique, c'est d'essayer de défendre en commun un minimum de valeurs et de propositions très concrètes et pragmatiques, car nos citoyens, les citoyennes et les citoyens de ce pays veulent des choses simples, compréhensibles et concrètes. Donc, pour arriver à cette union, il faut que nous puissions d'ores et déjà, nous allons parler, nous allons travailler ensemble sur la problématique de la jeunesse. Voilà un sujet qui devrait nous permettre, de manière égalitaire à toutes et tous, c'est-à-dire les partis politiques et les clubs qui sont là, à rédiger un texte commun,
à égalité qui défendraient une position et feraient des propositions très claires sur ce problème de la jeunesse. Et chaque fois qu'il y a un projet d'actualité, et Dieu sait qu'il y en a, c'est permanent, faire en sorte qu'ensemble, nous puissions signer un texte commun, coécrit et à égalité, pour montrer à celles et ceux qui le lisent ou qui en entendent parler dans les médias, eh bien qu'il y a des gens qui travaillent sur des choses concrètes. Et petit à petit, vous verrez que nous arriverons à commencer à mettre en œuvre un ciment qui pourra coaguler toutes les parties de la gauche. Parce que bon, moi, qui ai quand même une certaine expérience, quelques heures de vol, peut-être quelques atterrissages sur le ventre aussi, malgré tout, je sais très bien que lorsqu'on parle de l'unité, c'est toujours derrière soi, évidemment. On n'en est pas là. Donc, nous avons des choses pragmatiques à mettre en œuvre sur des sujets thématiques et sur des sujets d'actualité. Et vous verrez si tous les 15 jours, nous signons à égalité tous un texte commun sur un sujet que nous partageons, vous verrez que petit à petit, les choses vont devenir concrètes dans une alliance qui sera beaucoup plus simple que de continuer à essayer d'amener derrière soi ou derrière un autre ou une autre les gens de la gauche. Voilà en ce qui concerne ma position et celle du club que je représente des 12 sur le travail unitaire qui doit commencer par le début. Et c'est une proposition, c'est une méthode que je vous propose que nous adoptions ensemble. Je crois que ceux qui nous écoutent, les auditeurs et ceux qui souhaitent entendre une voix de la gauche concrète, eh bien, je crois qu'ils attendent ce type de proposition-là. Voilà, merci. Merci Philippe, bravo, ça fait 3 minutes exactement, donc tu as tenu les délais. Je vois que le portrait de François Mitterrand qui est derrière toi t'a inspiré, c'est très bien. Il était jamais court, Mitterrand. Bon, qui est-ce qui veut donner son point de vue sur cette question-là, ou sur ce que j'ai lancé? Jean-Christophe, tu veux parler ou à moins Oui, d'abord, merci Laurent pour ce deuxième rendez-vous qui me semble très important. Bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons faire un constat. Tous les Français constatent que Emmanuel Macron a besoin de Marine Le Pen pour être élu et Marine Le Pen a besoin de Macron pour espérer gagner. Ce couple est un couple qui bloque le débat démocratique parce qu'il enferme les Français dans deux extrémismes. L'extrémisme de l'extrême droite, nationaliste et souvent xénophobe, et l'extrémisme libéral qui crée les conditions de l'extrémisme de l'extrême droite. Tout le problème qui est posé à l'ensemble de la gauche, c'est comment casser ce cercle non vertueux qui conduit notre pays à des lendemains difficiles. Et ce que nous représentons aujourd'hui doit pouvoir agir sur deux leviers. La question de l'unité, elle me semble nécessaire, et la question du renouvellement des idées. Surtout que nous allons aborder une période politique qui est l'après-Covid, enfin tout du moins tout le monde l'espère, nous ne savons pas à quel moment, et que le renouveau ou le rebond sera inégalitaire. On nous parlera évidemment d'une nouvelle belle époque, d'un rebond économique, mais il sera inégalitaire. Et c'est là que la gauche a son rôle à jouer. Et pour qu'elle ait un rôle à jouer, je poursuis ce que disait Philippe, qui me semble tout à fait juste, et je vais dans la continuité de ce que disait Laurent auparavant. Il faut trouver les moyens de parler d'une même voix. Car aujourd'hui, coincé par la radicalité des uns et par la division des autres, la gauche est inaudible. Même s'il y a des efforts, et on le voit, même s'il y a des déclarations qui me semblent justes, évidemment, mais c'est un brouhaha. Il faut créer un môle, un facteur d'ordre dans la désunion et un facteur de sens pour le pays. Pour cela,
moi aussi, je partage cette idée qu'il faut créer, après, peu importe les termes, mais ce môle doit être une coordination, demain une fédération, une convergence, peu importe. Mais elle doit permettre de dire qu'il y a des forces à gauche qui réfléchissent ensemble et il y a une force à gauche qui a une volonté d'unir. Et on ne peut pas unir sans force. Si on est dans une situation où on attend le bon vouloir des uns et des autres, bon, la petite expérience qui est aussi longue que celle de Philippe et de Laurent fait que généralement on ne se résout à l'unité que quand on y est contraint. Et donc il faut créer les conditions de cette unité. Et pour cela, je crois qu'il faut se coordonner et il faut s'exprimer ensemble. Il faut ouvrir une perspective, peut-être que elle sera celle du rassemblement des uns et des autres, je ne sais pas, au lendemain des élections régionales, pour poser un acte politique en disant, voilà, nous sommes prêts à unir et à vous dire où nous voulons aller. C'est pour ça que j'insiste, je l'avais déjà fait la dernière fois, pour que nous puissions un peu plus nous coordonner à la fois ce que nous sommes, mais nous élargir à d'autres. Il n'y a pas de nécessité d'être simplement les 10, et c'est très important, que nous sommes. Il faut peut-être… Jean-Christophe, tu as 4 minutes là. Je suis à 4 minutes et j'ai terminé. Non, mais tu peux donner une conclusion en 10 secondes. Il n'y a pas de conclusion est dans ce que j'ai évoqué, à savoir, continuons à discuter sur le fond, mais coordonnons-nous. Très bien. Alors, je ne sais pas, qui veut prendre la parole maintenant? Moi, du coup, je veux bien. Oui, d'accord. Maxime Sauvage pour le Parti socialiste. Merci Laurent Geoffrin. Bonjour à toutes et tous. Pour parler du coup des conditions de rassemblement de la gauche, je vais partir d'un exemple local que je connais bien puisque ça concerne le 20e arrondissement de Paris, arrondissement où je suis élu, puisqu'il va y avoir prochainement une élection législative partielle les 4 et 11 avril, puisque la députée socialiste Georges Paul-Angevin a démissionné à l'automne pour devenir adjointe à la défenseure des droits. Et donc, on aurait pu imaginer qu'à presque un an de la fin de la législature, à un an des élections présidentielles, dans une circonscription à gauche depuis plus de 25 ans, on aurait su se rassembler et mettre en œuvre l'union de la gauche. Et force est de constater que c'est en fait tout l'inverse que ce qui se passe, puisque du coup, les socialistes, le Parti socialiste, nous présentons une candidate pour conserver notre dernière circonscription socialiste parisienne, et nous sommes en cela soutenus par Paris en commun, le Parti radical de gauche, et je salue son président. Mais il y a également une candidature soutenue par Europe Écologie Les Verts et Génération, une candidature soutenue par le Parti communiste, une candidature soutenue par la France insoumise. Bref, on ne pourrait presque pas faire plus divisé. Donc on voit que vers le rassemblement de la gauche, la route est encore longue. 2 choses à dire peut-être. C'est qu'à l'issue des élections départementales et régionales de juin prochain, quels que soient les résultats, et même si on pourrait avoir des bonnes surprises dans quelques régions, aucun parti de gauche ou mouvement pourra dire qu'il est en situation hégémonique. C'était déjà le cas après les élections municipales de l'année dernière et même des élections européennes d'il y a 2 ans. Donc c'est pour ça qu'aucun parti pourra parler au nom des autres et qu'on doit continuer ce dialogue, et la réunion de ce jour en fait partie. La deuxième chose, c'est que j'entends une petite musique de plus en plus forte qui dit oui, le rassemblement dès le premier tour de l'élection présidentielle, c'est bien, mais après tout, les 3 fois où la gauche a gagné sous la Ve République l'élection présidentielle, en 80, en 1988 et en 2012, la gauche était divisée au premier tour, et on a tendance à l'oublier, elle était même très divisée en 1980. Sauf que pour ces 3 élections, on savait peu ou prou que le deuxième tour allait rassembler la gauche face à la droite, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, puisque les 2 favoris aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron de La République En Marche et le Rassemblement national avec Marine Le Pen. Donc ça nous appelle à nous rassembler. Je terminerai du coup en rappelant la méthode que nous proposons au Parti socialiste. Corinne Narassiguin en a déjà parlé rapidement lors du premier Zoom. Olivier Faure en parle également assez souvent. C'est une primaire des idées. Ça consiste en quoi? Déjà, nous, de janvier à juin, chaque mois, on travaille un thème.
C'était le travail au mois de janvier. Au mois de février, on a travaillé sur la santé. On émet des propositions qu'on met dans le débat public. L'idée, c'est que les idées circulent, qu'on puisse en débattre. Si ça crée des convergences, c'est très bien. Si ça crée des divergences entre nous, dans ces cas-là, tranchons, demandons via une primaire de la gauche aux sympathisants de gauche de voter et de nous départager. Et ensuite, une fois qu'on a discuté de ces idées, de trouver notre candidat. Donc, je suis d'accord avec les autres intervenants. C'est d'abord les idées, ensuite le candidat. 2 minutes 49 secondes, bravo. Bravo. C'était clair, concis et fort en même temps. Alors, Paula Fortezza demande la parole, Aurélien Taché et Antoine Hermelin. Donc, on va demander à Paula de parler, si elle est d'accord. Très bien, merci Laurent. Voilà, ça marche. Bonjour. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Attendez, c'est bon? Très bien. Donc, moi, je vais peut-être provoquer un petit peu. Je crois qu'il faut qu'on arrête de parler d'union de la gauche. Je crois qu'il faut plutôt commencer à parler de coalition, de gouvernement. Je crois que de parler d'union de la gauche, ça crispe les uns les autres parce que les uns les autres ont peur de se perdre, de perdre leur histoire, leur particularité, leur combat. Et du coup, se mettre un peu à la défensive. Et quand on est à la défensive, c'est plutôt les différences qu'on met en avant. Et on sait, les clivages au sein de la gauche, ils existent. On va, pour certains, avoir du mal à les déconner par cœur. Donc, je crois qu'il faut commencer plus petit, être un peu moins ambitieux, faire un peu un pas en arrière pour pouvoir mieux sauter, disons, et se dire quel est le minimum qu'on a en commun. Donc, pour construire cette coalition, je crois qu'il faut commencer par là. Et donc, évidemment, sur les questions de programme, sur les questions d'idées, et voilà le travail qu'est en train de faire le Parti socialiste autour des idées est très intéressant, important qu'on discute aujourd'hui sur les questions de jeunesse, parce que je crois que sur cette question en particulier, on peut réussir à mettre tout le monde d'accord. Donc, il faut vraiment qu'on puisse avoir quelques sujets sur lesquels tout le monde se met d'accord et se dire peut-être que l'accord de gouvernement, il sera pas sur tout l'ensemble des sujets qu'on peut avoir en tête quand on veut gouverner un pays, qui sera sur peut-être 4, 5 grands du plan de gouvernement. On le travaillera beaucoup plus, par exemple, avec les parlementaires, beaucoup plus à travers des propositions de loi, beaucoup plus sur des dynamiques de participation citoyenne, de démocratie directe, etc., de mise à jour en continu du programme et des idées. Je crois aussi qu'il faut qu'on innove vraiment en termes de gouvernance. Qu'on essaye un peu de casser les logiques, comme disent les Américains, de winner qui gagne rafle la mise. Et donc vraiment pouvoir être originaux, par exemple réfléchir à des présidences tournantes. Nous à EDS, dans le groupe qu'on avait créé avec Mathieu Orphelin, Aurélien Taché, Émilie Cariou qui sont ici aujourd'hui, on avait mis en place une présidence tournante. Donc, on peut imaginer ce genre de situation pour les régionales, pour faire plus de place et en termes de parité et en termes de force politique qui puissent se partager le pouvoir. Et je crois que ça, on peut même l'imaginer au niveau de la présidence de la République. Il y a peut-être un conseil qui aiderait ou soutiendrait le président et que ce candidat s'engage à respecter un débat autour d'une instance un peu plus informelle ou qui est vraiment des logiques de tickets, qu'on dépersonne vraiment ce piège qu'il faut essayer d'éviter. Moi, par exemple, j'ai un rêve, c'est de faire, par exemple, la campagne d'un avatar, de se dire, d'aller jusqu'à la
la fin de cette logique de dire vraiment la coalition, les acteurs politiques qu'on va mettre autour, les idées et comment on va travailler tous ensemble là-dessus. Dernier point, je pense, pour qu'une coalition de ce type fonctionne, c'est qu'il faut éviter de tomber dans un discours négatif, c'est-à-dire le contre-Macron. Parce que je pense que ce n'est pas cette logique qui va rassembler le plus. Je pense que pour rassembler, il faut avoir un discours positif qui donne de l'espoir. C'est ce que demandent aujourd'hui les Français. Et on le voit déjà dans les élections régionales. Il y a eu plusieurs sondages. Voilà, on est à 4 minutes 13. Cette élection ne va pas se jouer. Pardon, très bien. Ça ne va pas se jouer sur le pour ou contre Macron. Voilà, je suis finie là. Merci. Merci, Paulin. Aurélien Taché, je vois, qui demande la parole. Peut-être qu'il peut la prendre. Oui, merci Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi pour mon retard. Heureux d'être parmi vous cet après-midi. Alors, sur cette question donc, des conditions du rassemblement, bon, c'est un vaste sujet. Moi, je pense que les deux questions qu'on peut peut-être se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ensemble, et certains ont commencé à esquisser des débuts de réponse. Tu l'as fait, Laurent, Christophe l'a fait aussi. Enfin, comment peut-être essayer de se fixer une méthode pour peut-être avancer et faire des propositions communes. Il y a évidemment celles qui ont été faites par les engagés elles-mêmes, chacun dans sa formation ou de son côté a des idées sur le fond, mais bon, ces Zooms d'ailleurs permettent de les confronter, mais peut-être qu'on peut essayer d'aller un peu plus loin sur ce qui pourrait être une forme de socle commun. Et ensuite aussi, moi je suis convaincu aussi, comme Paula et d'autres intervenants, que la question démocratique va être au centre de tout, que ce qui va aujourd'hui aussi faire que les Français s'intéresseront ou non à la prochaine élection présidentielle, c'est qu'on leur propose un nouveau pacte démocratique. Et donc, il va falloir là-dessus, bien sûr, réfléchir à des choses innovantes pour sortir du présidentialisme, pour faire plus de place aux citoyens et des sujets de ce type-là. Mais on ne sera cohérent que si nous-mêmes, à gauche, on a mis en place des choses qui vont dans ce sens-là pour impulser la campagne, pour mettre une dynamique politique en place. Et donc, je vais mettre les pieds dans le plat et dire ce à quoi je pense. Moi, je pense que tant qu'on n'aura pas réussi à proposer une méthode politique, et peut-être ça pourrait, moi en tout cas, je serais heureux qu'on ait ce débat au sein des engagés et que ça pourrait être quelque chose sur lequel ces zooms de la gauche aboutissent, une méthode qui permette d'impulser cette dynamique d'unité qu'on veut tous, cette dynamique de renouveau démocratique, on aura du mal. Certains l'ont déjà fait ici, se sont prononcés à titre individuel. Je pense à Guillaume qui a appelé à une primaire la plus large possible. Moi, je crois que c'est vers ça qu'il faut aller. Je crois qu'il faut maintenant pouvoir mettre en adéquation nos convictions et ce qu'on peut faire en tant que responsable politique, responsable de mouvements politiques, et donc arriver à avancer vers une position, ou en tout cas à en discuter sérieusement de ce type-là. En tout cas, nous, aux Nouveaux démocrates, c'est ce qu'on poussera. Moi, je souhaiterais que cette primaire soit la plus large possible. Aujourd'hui, tous ceux qui veulent refuser d'un côté l'impasse nationaliste ou le tout marché, la société dépolitisée d'Emmanuel Macron, eh bien, doivent pouvoir se retrouver dans une grande primaire des humanistes où on aurait vraiment cette question démocratique qui serait au centre et qui permettrait de parler aussi des sujets au-delà du fond qui doit nous unir. Moi, je pense qu'on doit arriver dans un exercice comme celui-ci avec 80% des choses sur lesquelles on est d'accord et 20% des choses qui se décident dans le cadre de la primaire, mais qui permettrait aussi de tracer un chemin sur la manière dont on exercera le pouvoir. Beaucoup de nos concitoyens ont été déçus de la manière dont le pouvoir est exercé. C'est quand même quelque chose de récurrent sous la Ve République, et même quand la gauche est au pouvoir. Et donc, il faudrait peut-être pouvoir effectivement, là aussi, dire des choses. Et j'ai entendu à l'instant voilà, qui disait est-ce qu'il faudrait que, par exemple, ce type d'exercice, tout de suite, disent si ça débouchera sur un ticket, si oui, lequel. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait discuter. Mais en tout cas, je pense que c'est ces éléments-là qu'il faut maintenant mettre en discussion. Et moi, je serais heureux qu'on arrive à nous, voilà, dans ces rendez-vous qui nous réunissent et dans une éventuelle forme de structure, même légère, qui pourrait nous rassembler, définir une position commune là-dessus. Voilà. Merci Aurélien. Il y a encore deux intervenants qui ont demandé la parole, qui sont Fanny Bénard et Antoine Hermelin. Peut-être qu'on peut donner la parole à Fanny. Merci Laurent, bonjour à tous. Sur tout ce qui a été dit, et je vais peut-être essayer d'en faire une synthèse et de proposer des choses aussi sur la méthode. En effet,
et on l'avait vu lors du premier Zoom qu'on avait fait ensemble, je pense que les valeurs sont communes. Je pense que si on compare les différentes plateformes, les différentes propositions de programmes, enfin tout ce qui concerne le fond, entre guillemets, je pense, comme Aurélien Taché vient de le dire, qu'à peu près plus de 80% vont être communs. Les propositions vont être certainement très souvent communes. En tout cas, les propositions de réponse aux grands enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui et dans notre société française vont être communes. On parle souvent du fait qu'il faut penser programme avant de penser candidat. Et je me demande si ce n'est pas un peu ce qui bloque les choses, c'est-à-dire que comme le disait Philippe tout à l'heure, au final, on va toujours vouloir se rassembler derrière soi-même. La question de la façon dont on va pouvoir proposer une candidature va être vraiment importante, notamment pour parler de ce pacte démocratique. On peut imaginer tout un tas de choses, proposer déjà le gouvernement qu'on souhaiterait mettre en place, proposer un ticket, en effet, et dans les mouvements démocratiques que je représente, le sujet de l'élection sans candidat est une technique qui est très souvent mise en avant. C'est comme ça que Léonore Monconduit, qui est actuellement la maire de Poitiers, est devenue tête de liste du collectif Poitiers Collectif, hein, qui est un collectif de citoyens et de personnes encartées politiquement qui ont gagné la mairie de Poitiers. En tout cas, de se dire, une élection sans candidat, l'avantage, c'est que ça fait passer un peu en arrière ces notions de primaire où c'est la guerre et où c'est la bataille. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire comment on va désigner la personne qui nous semble la plus pertinente pour pouvoir porter ces idées qu'on aura mises en commun. Et puis, sur la façon de mettre en commun les idées, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez important. Ça a été le cas avec le mouvement des engagés, où c'est des groupes de travail qui ont travaillé à l'élaboration des différentes propositions. Aujourd'hui, cette notion d'intelligence collective, de façon dont on construit ensemble, c'est vraiment important. Et je pense que cette coordination qu'on pourrait avoir avoir des groupes de travail transverses de nos différents mouvements sur des thématiques pour justement, comme ça a été dit au début et par Jean-Christophe et par Philippe, porter une parole commune en fait sur nos différents sujets. Et à mon avis, ce n'est pas ce qui sera le plus compliqué de trouver cette parole commune. Merci beaucoup. Eh bien, il y a d'autres gens qui demandent la parole. Attendez, je ne sais plus qui d'ailleurs. Antoine Hermelin. Antoine, voilà. J'étais perdu dans mon Zoom. Bonjour à tous, donc Antoine, Nouvelle Donne. Avant de parler justement des conditions de rassemblement, je voulais vous dire que nous, effectivement, aujourd'hui, on voulait être en mode parité, mais on n'a pas pu le faire. Donc, je vous fais un teasing pour la prochaine fois. Vous aurez une ou deux femmes Nouvelle Donne présentes. Donc, je fais un teasing, rendez-vous dans un mois. C'était forcé, mais il y a des femmes qui nous ont fait défaut, malheureusement. Ils ont peut-être préféré aller au soleil. Eh oui, on peut les comprendre. Mais voilà, en tout cas… Pas de remarques sexistes, s'il vous plaît. Pour nous, on a vraiment deux conditions essentielles. La première, c'est une prise de conscience que sans ce rassemblement, c'est perdu d'avance. On l'a vu en 2017 et on ne veut pas s'envoyer sur le même aventure. Le deuxième, c'est d'être convaincus tous qu'on ne peut pas attendre 5 ans de plus pour mettre une vraie politique écologique, sociale et solidaire en place. Si on ne fait pas ça, on part à la catastrophe. Alors, pour nous, les conditions de succès de 2022, c'est tout d'abord redonner confiance aux gens. Ça a été dit. Aujourd'hui, il y a une vraie méfiance, défiance des politiques. Et il faut qu'on travaille plus avec les collectifs qui aujourd'hui se réunissent ensemble pour construire ce socle commun. Je pense que ce mot-là est sorti. C'est clairement un axe sur lequel il faut qu'on travaille. Se concentrer sur ce qui nous rapproche, ce qui nous rassemble, avant de parler de ce qui nous différencie. Deuxième partie, c'est la partie, nous, c'est plus dans la logique de rendre réelles les actions les propositions qu'on va mettre en place. C'est de proposer un vrai programme et un vrai calendrier sur les 6 premiers mois de mandature pour dire, voilà, concrètement, voilà ce qu'on va mettre en place tout de suite à partir du moment où vous nous avez donné votre confiance, pour montrer aux gens que ce n'est pas juste des paroles en l'air, ce n'est pas juste des programmes qu'on pose comme ça sur des tracts, mais c'est vraiment des choses qui seront mises en place dans les 6 premiers mois de la mandature. On pense important. Et pour finir, on n'est effectivement pas à l'aise avec l'idée d'une primaire classique qui focalise les différences, qui nous divise.
on est plutôt effectivement dans des nouveaux modèles de primaire qui se discutent. Donc, il y a plusieurs formats qui sont échangés pour vraiment pas se tirer dessus et pas nous diviser sur les prochains mois et vraiment travailler à cette convergence sur les idées qui nous rapprochent. Voilà pour moi. Tout à l'heure, Kylian vous parlera des propositions sur justement les jeunes qu'on a derrière. Merci à tous. Très bien. Bon, on arrivera bientôt très vite à la deuxième partie de la discussion. Il y a des gens qui n'ont pas pris la parole encore. Je vois Guillaume, par exemple, qui reste sur la réserve. En spectateur bienveillant, mais il n'a pas parlé encore. Oui, non, parce que je pense que d'abord, on se parle beaucoup entre nous plutôt que de parler aux gens et que c'est finalement ça, quand même, qui, moi, m'intéresse le plus. Je pense que ce qu'on a à se dire entre formation de gauche, on se le dit très régulièrement, que par ailleurs, ici, il manque le Parti communiste, les Verts, enfin bon, et que donc, globalement, il faut bien commencer par un bout, mais le plus important, c'est quand même d'élargir assez vite le spectre. Moi, j'ai reçu hier Yannick Jadot au PRG pour l'écouter. On a reçu il n'y a pas très longtemps Arnaud Montebourg au PRG pour l'écouter. Je pense que c'est aussi important d'entendre celles et ceux qui ont un récit, parce que j'entends tout le monde se méfier des femmes, des hommes. Alors moi aussi, j'ai un regard très, très critique sur la Ve République. Je fais même partie des formations politiques qui proposent d'arrêter le vote au suffrage universel du président pour lutter contre le syndrome du super-héros qui pourrait tous nous protéger et qui ne fait que créer des déceptions. Mais enfin, globalement, tant qu'on n'en sera pas arrivé là, il va bien falloir une femme ou un homme pour porter tout cela, et tant qu'à faire avec un récit. Alors bien sûr que les idées doivent venir enrichir, mais je le redis, il faut que la gauche arrête de parler à son nombril. Je pense que ça n'intéresse qu'elle. Ce qui intéresse les Français, c'est le vrai sujet du quotidien qui les concerne. Et aujourd'hui, on doit parler de jeunesse. Et c'est surtout pour ça que je suis venu, en redisant que le PRG contribuera partout où il le pourra à permettre le renforcement du rassemblement et appelle effectivement à une primaire qui ne soit pas qu'une primaire des idées, parce que je n'arrive pas, dans une présidentielle, à dissocier l'artiste de son œuvre. Très bien. Qui n'a pas pris la parole encore Émilie Cariou Non, moi j'étais en train de sur la deuxième partie, Aurélien. Ah, d'accord. Notre voix commune. Ok. Donc tout le monde a pu s'exprimer, du coup. J'ai oublié personne, j'espère. Là. Mais je ne crois pas. Je crois que tout le monde a pu parler. Il y a manifestement une volonté de convergence avec des nuances diverses. Et donc, si vous en êtes d'accord, au fond, je ferai les engagés, ils cherchent à jouer les facilitateurs, quoi. Ils n'ont pas un plan tout armé sorti de notre cerveau. Donc, il y a eu des propositions très claires pour essayer de se coordonner plus. Donc, je vous propose que on fera comme dit Guillaume, on va discuter entre nous, et pas forcément publiquement, et pas forcément de notre nombril, mais on va essayer d'avancer dans cette direction-là. Et puis, quand j'aurai comme ça discuté avec chacun, on verra ce qu'on peut en tirer et voir si on peut se coordonner plus avant et pérenniser cet exercice. Je trouve que ce que dit Fanny, par exemple, sur le fait de croiser les groupes de travail d'un courant à l'autre me paraît très, très constructif et probablement très, très fructueux à terme. C'est une piste à suivre, je crois. Mais bon, je vous propose de poursuivre cette discussion sur notre coordination, sur le rapprochement un peu plus tard dans la semaine. Et dans l'immédiat, on va passer au sujet sur lequel nous étions d'accord pour discuter, alors là, pour le coup, pour parler plus largement, c'est-à-dire le sort de la jeune génération. On a fait un petit effort de synthèse, je ne sais pas si vous l'avez lu, on a envoyé à chacun une note qui recense les propositions qui sont aujourd'hui sur la table. On a oublié certains courants, certains clubs, parce qu'on n'avait pas toutes les informations. Ce n'est pas du tout négligence, c'est parce qu'on ne les avait pas. Il en ressort que la gauche a des propositions très nettes à faire vis-à-vis de la jeunesse qui, dans cette crise, a été particulièrement éprouvée. Alors, bien sûr, le Covid, enfin, la Covid a fait que c'est plutôt les gens âgés, statistiquement parlant, j'entends, qui ont été affectés par la maladie, mais ça a eu comme effet social, pour le coup, et un effet extrêmement négatif, éprouvant et dur
pour l'ensemble de la population, et notamment pour les jeunes et pour les étudiants et pour les jeunes travailleurs, dans la mesure où d'abord leur pouvoir d'achat est plus bas, et d'autre part que quand on confine des gens qui sont censés débuter dans la vie ou faire des études, ben, ils se retrouvent enfermés dans un petit logement très souvent, avec l'impossibilité de recourir à ce qui leur permettait de survivre auparavant, c'est-à-dire le petit boulot. Et donc c'est une situation extrêmement difficile à laquelle il faut d'urgence remédier. Et donc, si vous le voulez bien, je ne sais pas qui veut prendre la parole sur ce thème-là tout de suite. On va peut-être garder le même exercice. Hein, je ne voudrais pas que la réunion dans son ensemble dure au-delà de 17 heures, quoi, même un peu avant. Donc, il y avait une note de départ qui donnait un certain nombre de propositions. Elle tourne, il y en a beaucoup qui tournent autour du pouvoir d'achat, évidemment, c'est-à-dire instaurer un revenu minimum. Ça peut être un revenu universel, ça peut être un revenu universel en attendant le grand revenu universel, ça peut être l'extension du RSA. Nous, les engagés, on a proposé une dotation d'urgence immédiate, pour le coup, et qui serait financée par les secteurs ou par les entreprises ou par les catégories qui ont le moins souffert de la crise. Et donc, il y aurait un effort de solidarité de la nation et des plus favorisés à l'égard de cette jeune génération qui a beaucoup souffert dans cette crise. Et puis, il y a une dizaine de propositions. Donc, je propose maintenant qu'on ouvre la discussion, soit pour résumer ce que chacun propose ou pour ajouter à la note que nous avons faite et qui fait le point des convergences. Donc, qui est-ce qui veut prendre la parole sur cette question-là du sort des jeunes générations aujourd'hui? Moi, je veux bien y aller si tu veux. D'accord. Émilie. Alors, bonjour à tous. Alors, sur ce sujet de la jeunesse, je pense qu'il y a deux sujets dans ce que tu viens d'évoquer. Il y a d'une part le sujet d'urgence, notamment pour les jeunes, on va dire de 18 à 25 ans, c'est-à-dire les étudiants, ceux qui sont en formation et ceux qui sont en âge de se lancer dans le monde du travail. Et puis, il y a le sujet un peu plus structurant, qui est de continuer la lutte contre l'inégalité des chances, et sur lequel aujourd'hui, il y a aussi tout ce qui se passe avant l'âge des études et du travail, où là, il y a encore beaucoup de choses à faire pour aider notre jeunesse. Donc, sur le sujet d'urgence, nous, ce qu'on a dénoncé avec les Nouveaux Démocrates, c'est qu'en fait, aujourd'hui, comme tu l'as dit, on a toute cette jeunesse qui est privée de ses petits boulots. C'est ce qui lui permet de subvenir à ses besoins pendant ce temps d'études, ce temps de formation professionnelle. Et puis, on a ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui sont privés d'emploi parce que contrairement à l'impression qu'on a, il y a beaucoup de boîtes là qui sont en sommeil, il y a des CDD et des CDDU qui ne sont pas renouvelés, et ça, c'est complètement invisible et ce n'est pas pris dans le chômage partiel. Et les remèdes proposés par le gouvernement, c'est des choses qui ont trait à la garantie jeune, c'est des choses qui ne s'adressent absolument pas à la jeunesse étudiante. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une allocation d'émancipation, de formation pour les jeunes de 18 à 25 ou même jusqu'à 29 ans, quelque chose bien évidemment qui s'éteindrait quand les jeunes accèdent à l'emploi, parce que là on est en train de s'acheminer vers des propositions complètement stupides avec un chèque énergie, un chèque protection menstruelle, un chèque alimentaire, et puis au final nous ce qu'on dit c'est que quand on donne une allocation, ça permet à chacun de s'émanciper et de vivre dignement pendant ce temps d'études, et qu'on n'a pas comme ça à flécher les dépenses des gens avec une espèce de mise sous tutelle généralisée. Donc, nous, on pense qu'on est dans un temps d'urgence. Je ne sais pas s'il faudra après pérenniser une telle aide, mais en tous les cas, dans ce temps d'urgence, on pense même que c'est une faute lourde de ne pas mettre en place ce revenu. On a diverses modalités de financement qu'on pourra exposer, bien évidemment, plus en détail. Après, il y a tout le reste, parce que, si vous voulez, la vision de l'accès, de lutter contre les inégalités de destin en disant chacun doit avoir accès à l'excellence, à mon sens, c'est pas ça la vision de gauche. La vision de gauche, c'est certes que tout le monde puisse avoir accès à l'excellence, mais c'est faire en sorte que chacun puisse vivre dignement. Et ça veut dire qu'il faut aussi travailler sur la masse des élèves, la masse des collégiens, la masse des lycéens, qu'on veut porter au plus haut. Et pour ça, notre système scolaire, je pense qu'il mérite d'être bien enrichi, et notamment avec des systèmes d'accompagnement beaucoup plus personnalisés que ce qu'on a aujourd'hui. On n'a pas assez évolué, notamment sur la période du collège
et du lycée depuis des années. Et c'est là que nous, on a aussi, au sein des Nouveaux Démocrates, beaucoup de propositions pour faire en sorte que chacun puisse bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour lutter réellement contre les inégalités de destin. Parce que là, très clairement, aujourd'hui, les élèves, ils sont complètement livrés à eux-mêmes. Et on pense qu'il faut bien évidemment mettre le paquet. Ça veut dire faire des choix budgétaires. Et faire des choix budgétaires, c'est faire des choix politiques. Et donc, bien évidemment, il faut miser sur la jeunesse et donc miser aussi sur ce temps de formation post-bac, mais aussi tout ce qui se passe avant, où se forgent les inégalités. Très bien, merci. Merci, Émilie. Alors, qui demande la parole? Laurent Geoffrin, je veux bien. Oui, OK. Ouais. Toi, tu t'occupes spécialement de la jeunesse au sein du Parti Tout à fait, au Parti socialiste. Oui, je suis secrétaire national à la jeunesse et au sport. Et c'est vrai que dernièrement, on a formulé plusieurs propositions en matière de jeunesse liées à la crise, mais peut-être un peu dézoomer en partant de 2 chiffres qui sont dans le rapport de l'Observatoire des inégalités qui a été publié à l'automne dernier. Ces 2 chiffres, c'est quoi? Le premier, c'est de dire, montre qu'un jeune, plutôt qu'un pauvre sur 2 en France aujourd'hui, et on parle avant la crise, avait moins de 30 ans. Et le deuxième chiffre, c'est qu'entre 2002 et 2018, les 18-29 ans, chez les 18-29 ans, le taux de pauvreté a bondi de 50% pour s'établir à 13%. Donc c'est pour ça qu'avec ces 2 chiffres, on voit que la précarité de la jeunesse, ce n'est pas du tout un phénomène nouveau, mais c'est un phénomène qui remonte au début des années 2000. Donc c'est pour ça qu'avec la crise qui est arrivée, et comme dans toutes les crises, c'est toujours les plus précaires qui trinquent en premier. Et donc c'est pour ça qu'autant de jeunes traversent cette crise en grande difficulté. J'en viens maintenant à nos propositions que nous formulons. La première, puisqu'on parle de pauvreté des jeunes, en tout cas j'en parle, elle est monétaire. On a un trou dans notre modèle social, c'est qu'on n'a pas d'aide financière avec un large périmètre qui touche les 18-24 ans. C'est pour des raisons historiques, on n'a pas le temps de les aborder ici, mais avec une logique de familialisation des aides pour les jeunes. Et c'est pour ça que nous, pour cette crise, on a une proposition de court terme. Ça a été présenté au Sénat par un sénateur socialiste, Rémi Cardon. C'est de dire, le temps de la crise, on ouvre le RSA aux 18-24 ans. On a également une proposition plus structurelle, et c'est en lien avec les chiffres qui étaient donnés par l'Observatoire des inégalités, c'est de créer un dispositif qui repose sur 2 jambes. On l'a présenté à l'Assemblée nationale il y a 2 semaines par l'intermédiaire de Boris Vallaud et d'Hervé Solignac. C'est d'une part la création d'un revenu de base. Le revenu de base, c'est quoi? C'est la fusion du RSA et de la prime d'activité qui serait ouvert dès 18 ans, qui serait versé de manière automatique pour lutter contre les phénomènes de non-recours. Et par exemple, quand on parle du RSA, le non-recours, c'est quasiment 1/3 des personnes qui sont éligibles à l'aide. C'est versé de manière inconditionnelle dans le sens où le bénéfice de l'aide ne donne lieu à aucun devoir et soumis à conditions de ressources. Donc, on n'est pas dans l'universalité en revanche. Et à côté de ce revenu de base, il y aurait une dotation en capital qui serait versée à tous les jeunes à 18 ans de 5 000 € qui leur permettrait soit de financer leur formation, soit de financer leurs études, leur mobilité ou leur projet professionnel. On est d'accord avec la proposition du gouvernement qui est de dire qu'il faut aussi muscler le dispositif de la garantie jeune. On est d'ailleurs d'accord puisque la garantie jeune est un dispositif qui a été créé sous le précédent quinquennat. Néanmoins, la garantie jeune, je ne vois pas comment elle peut être universelle si c'est les règles du jeu qui sont celles d'aujourd'hui, parce qu'elle est ciblée sur les jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni en scolarité. Donc, à moins de la rendre totalement universelle, mais dans ce cas-là, ce n'est plus vraiment la garantie jeune, ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, on est pour développer la garantie jeune, mais ça va de pair avec un renforcement des moyens des missions locales, parce qu'aujourd'hui, accueillir plus de jeunes dans les missions locales, ça demande plus d'agents et ça demande des locaux plus grands. Et on en est encore loin. Mais en tout cas, on soutient aussi cette mesure. Une autre mesure qui nous tient à cœur, c'est la question du logement. On l'oublie souvent quand on parle des jeunes, mais aujourd'hui, la question du logement est fondamentale pour permettre l'autonomie des jeunes.
On a, et notamment dans les quartiers populaires, et je le vois dans le 20e arrondissement, de nombreux jeunes qui sont dans des très mauvaises conditions de logement, soit parce qu'ils sont dans des logements suroccupés, soit parce qu'ils vivent dans de l'habitat indigne. Et donc, ça les met en difficulté pour poursuivre leur scolarité, faire des études ou même trouver un travail. Il faut, pour permettre l'autonomie des jeunes, et notamment dans les quartiers populaires, investir massivement dans les logements étudiants et aussi dans les foyers jeunes travailleurs, c'est-à-dire des logements décents et qui sont abordables. Et pour Maxime, faire… on est à 4 oui, minutes 30, excuse-moi. ouais, je vais très rapidement. Et pour, non, mais vas-y, termine. Ouais, dernière proposition, et pour faire le lien de nouveau avec la crise sur les questions de santé, on a vu l'effet dramatique du confinement, des couvre-feux, des cours à distance, de l'isolement sur l'état psychologique des jeunes. Et quand on se compare, on remarque qu'en France, il y a un psychologue universitaire pour 30 000 étudiants. Ce ratio étudiant pour psychologue universitaire, il est 8 fois plus important que dans tous les autres pays européens. Donc, il faut aussi avoir un grand plan de recrutement de psychologues à l'université avec une revalorisation des carrières. Et je terminerai aussi pour lutter contre les effets de la sédentarité qui sont liés à la crise, c'est de mettre en place un passeport très rapidement. On mettrait un passeport, en 2 mots, un passeport, un chèque sport qu'on lancerait en juin pour permettre aux jeunes de donner un coup de pouce pour prendre ou reprendre une licence, pour les inciter à reprendre une activité physique et sportive, et surtout que ça permettrait également de donner un coup de pouce aux clubs sportifs qu'on a bien besoin dans la période. Merci Maxime. Bon, ça fait 5 minutes, mais c'est pas grave. Qui est-ce qui veut demander, qui veut Je vois Philippe Dort qui souhaite parler. Oui, merci de me donner la parole. Alors, beaucoup de choses dites par Maxime sont très intéressantes et d'ailleurs sont partagées par notre club, le Club des 12. Avant toute chose, et avant de parler 2-3 mots sur la problématique de la jeunesse, je crois qu'il y a un grand sujet sur lequel nous devrions travailler parce que c'est un sujet qui permettrait de régler beaucoup de choses en innovant cette République, c'est d'une nouvelle décentralisation, une vraie décentralisation, c'est-à-dire une décentralisation qui dessert le garrot de l'État, même dans les territoires avec les services déconcentrés de l'État, où on a des DRAC, des DRAE, des DRAL, des DRIL, des DRUL, enfin tout ce qu'on voudra. Et il faut que nous ayons des régions qui correspondent aux grandes régions allemandes, aux grandes régions italiennes, aux grandes régions espagnoles, avec même pouvoir de légiférer sur certains sujets qui ne sont pas des sujets régaliens, police, armée, etc. Bon, notamment sur l'aménagement du territoire, sur les jeunes, sur le logement, enfin, sur tout un tas de sujets que vraiment les gens qui sont en charge des territoires connaissent sur le bout des doigts et qui correspondent particulièrement à leur territoire, alors que la réalité d'un territoire n'est pas forcément la même que d'un autre territoire. En ce qui concerne les jeunes, je pense qu'effectivement, pour nous, le point de base qui est extrêmement aujourd'hui compliqué pour les jeunes, c'est le logement. J'habite une grosse métropole, Bordeaux, 2e ou 3e métropole la plus chère de France. Aujourd'hui, déjà que les parents se paupérisent très largement, les jeunes sont en déshérence chaque fois qu'en fin de l'année scolaire, ils sont en train de chercher un logement pour pouvoir accéder à leur poste à l'université. Ça, c'est un sujet très important. Et ce logement, il ne concerne pas uniquement que les jeunes, puisque même aussi les citoyennes et les citoyens qui même ont un emploi n'arrivent plus à se loger. Nous devrions mettre en place une sorte de grand plan Marshall du PLAI, c'est-à-dire le troisième étage du logement, c'est-à-dire le logement social le plus accessible à ceux qui ont le moins de revenus. Et il doit être abondé plus de PLAI qui soient aussi ciblés, fléchés pour les jeunes. Il faut, et nous pensons qu'il faut rétablir un impôt sur la fortune qui soit fléché aussi sur les problématiques des jeunes, notamment pour que les 18-25 ans puissent toucher un RSA, mais puissent toucher aussi les APL. Il y a eu des tranches qui ont été, des morceaux entiers d'APL qui sont tombés, et ça me paraît fondamental. On peut aussi abonder le financement de nos jeunes, puisqu'il y en a certains qui travaillent d'ailleurs pour se payer leurs études, mais ceux qui ne peuvent pas travailler, qui n'ont pas forcément la facilité pour trouver un emploi dans le secteur où ils se trouvent, de mettre en place
eh bien, des emplois gérés soit par des associations, soit par des collectivités, notamment sur des actions qui concernent le développement durable pour toucher 160 € par exemple par mois dans le cadre d'un engagement permanent, enfin d'un week-end par exemple, dans une association liée à ces sujets-là. Faire en sorte aussi pour le logement que les étudiants aient au minimum 14 mètres carrés pour se loger. Moi, je vois sur Bordeaux, ceux qui n'ont pas d'argent même sont en colocation dans des appartements loués par des marchands de sommeil. C'est insalubre, c'est infect, ça devrait être interdit par la République. Ensuite, je pense aussi que quand on parle d'étudiants, il faut aussi ne pas oublier les apprentis qui sont en formation alternée et qui, eux, touchent un petit salaire, puisqu'à partir de 18 ans, un apprenti, je crois, touche 80% du SMIC. Mais aussi les jeunes travailleurs qui commencent leur vie professionnelle et qui ont souvent des petits salaires et qui devraient aussi bénéficier des APL, mais plein pot, dans les 260 € à peu près, de manière à pouvoir vivre correctement. Voilà, en ce qui concerne le secteur des étudiants, voilà ce que nous faisons comme proposition, mais je pense que toutes les propositions, quels que soient les sujets, doivent passer par une vraie réflexion d'un troisième acte de la décentralisation dans ce pays. OK. Voilà, merci. Merci Philippe. Si vous le permettez, je vais te donner la parole parce que moi, je suis un arbitre d'une neutralité totale, mais il se trouve que les engagés ont travaillé un peu sur la question. Donc, si vous en êtes d'accord, je vais demander à Karim Ziabat, qui a travaillé avec nous, qui est dans notre bureau, de résumer rapidement, pas plus de 3 minutes, les propositions que nous avons conçues et mises en œuvre. Merci beaucoup, Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, d'abord, vous dire une première chose, c'est qu'on a effectué un premier travail de réflexion sur la thématique jeunesse, sur comment est-ce qu'on pouvait contribuer à une réflexion bien plus large sur ce que doit être le temps de la jeunesse dans notre population française. Et on a eu un gros travail qui a été effectué par les groupes de réflexion. Donc déjà, les remercier Jean-Philippe de Rosé, Adrienne Breton, qui ont beaucoup travaillé avec ces groupes de réflexion. Je vais vous présenter un point en 2 temps. Le premier temps, c'est finalement les propositions qu'on a eues sur la crise sanitaire que la jeunesse traverse aujourd'hui. Et dans un second temps, des idées un peu plus pérennes, avec bien évidemment l'idée d'accompagner la jeunesse, non pas uniquement sur le temps de la crise, mais sur des propositions bien plus longues. Sur le temps de la crise, il est bien évident, ce que vous l'évoquiez tout à l'heure, et Maxime l'a évoqué à juste titre, que le problème financier est un problème central. On le sait tous, les jeunes ont perdu énormément de jobs étudiants, ont perdu la capacité de trouver différents emplois, de s'intégrer sur le marché de l'emploi. Et donc, forcément, l'aspect financier est primordial. Et donc, une des propositions des engagés, c'est de verser une prime nouveau départ aux jeunes de 18 à 25 ans à hauteur de 5 000 €. Donc, c'est de pouvoir proposer à tous les jeunes qui ont souffert de cette crise, qui étaient finalement aussi des victimes, puisqu'on a demandé beaucoup à cette génération à la fois de s'enfermer, de protéger les plus anciens, de se priver finalement d'un moment de liberté, d'accès à la culture très important. Et donc, pour les accompagner dans cette difficulté financière qu'ils traversent, c'est la prime nouveau départ. Deuxième sujet finalement aussi lié à cette crise, qui est en lien à la fois avec l'aspect financier, mais pas que, c'est aussi l'aspect de l'emploi, c'est les stages. Aujourd'hui, moi je le vois dans ma commune où je suis élu ou dans ma profession, on reçoit énormément de demandes de stages dans le public, de jeunes qui nous disent qu'aucune entreprise ne peut les recruter dans des stages, puisque les entreprises ne recrutent plus beaucoup de stagiaires, alors même qu'ils doivent trouver des stages pour valider leur diplôme. Et donc on va avoir des gens qui vont faire face peut-être à un échec scolaire uniquement parce qu'ils n'ont pas trouvé de stage. Donc le rôle, à notre sens, de l'administration publique, c'est l'exemplarité. Et donc une de nos propositions, c'est créer 1 million de stages dans le secteur public, dans les collectivités territoriales, dans les ministères et dans toute l'administration publique pour accompagner les jeunes qui ont du mal à trouver des stages et leur permettre aussi à la fois de trouver un stage, mais aussi de découvrir ce qu'est l'administration, ce qu'est le service public et faire naître des vocations, puisqu'on sait aujourd'hui le secteur public attire malheureusement de moins en moins de jeunes.
Troisième proposition, c'est l'idée d'instaurer un nouveau dispositif d'emploi jeune. Donc, ça a été évoqué par Philippe Dort, il me semble. C'est l'idée d'accompagner les jeunes dans leur recherche d'emploi, puisqu'ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à trouver des emplois. Et donc, les orienter aussi vers les secteurs qui sont le plus en demande, ceux de la santé, ceux de la police de proximité, de la sécurité, de l'éducation, de la culture, tout un tas de secteurs qui aujourd'hui manquent de jeunes, et donc les orienter vers ces secteurs-là. Donc, c'est vraiment l'idée d'instaurer un nouveau dispositif d'emploi jeune. Et enfin, une des difficultés aujourd'hui, et moi je le vois beaucoup dans mon entourage, c'est les jeunes qui sont enfermés chez eux de 9h à 18h parce qu'ils ne peuvent pas aller dans leur université ou dans leur école, et qui sont dans une phase psychologique très difficile et très compliquée en étant enfermés chez eux. Et donc, c'est de mettre à disposition des lieux de travail de partage pour les étudiants, un peu sur le modèle des espaces de coworking, pour éviter justement cette souffrance de l'isolement et de pouvoir permettre de nouveau un lieu de sociabilisation où les étudiants peuvent se retrouver, bien évidemment avec le respect des règles sanitaires, mais qu'ils puissent se retrouver pour étudier et retrouver aussi ce qu'est la force de cet âge-là, qui est de rencontrer des gens. Je crois que j'arrive bientôt au terme de mon temps qui m'est imparti. Donc, juste Absolument. alors, je pensais qu'en étant désengagé, j'aurais un passe-droit, mais je vois que Laurent, tu es Mais non, impartial. hors de question. Non, mais alors, je terminerai juste sur quelques perspectives, sur les propositions qui ont été formulées par nos groupes de travail. Ça a été sur 3 axes: la mobilité, l'autonomie, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Les propositions sont disponibles sur notre site internet, mais on a vraiment un panel de propositions sur la majorité du vote à 16 ans, l'Erasmus Junior, la mobilité avec les 50% des prises en charge du frais des permis de conduire, l'instauration d'une quinzaine civique. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de propositions, et aussi sur l'égalité, en tout cas pour la lutte contre les inégalités, sur comment est-ce qu'on réforme la sélection à l'entrée des grandes écoles, comment est-ce qu'on fait du service civique une force, et surtout, j'en ai beaucoup souffert, et je vois encore aussi autour de moi les jeunes qui en souffrent, c'est le manque d'orientation au collège, au lycée. C'est aussi un des premiers biais d'autocensure, et donc un des premiers constructeurs d'inégalités. Donc, retravailler sur le conseiller d'orientation au collège. Merci Karim. Qui veut prendre la parole maintenant? Jean-Christophe, peut-être? Je vois qu'il agite sa petite main. Sa main, voilà. Vas-y, Jean-Christophe. Bien, moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Fanny tout à l'heure, c'est-à-dire que si on veut pouvoir faire des convergences, il faut prendre en compte ce que tout le monde pense. Et donc, Laurent a dit qu'il n'y avait pas de mesure discriminatoire et que la note qu'il avait produite était partielle ou partiale, mais il y a beaucoup d'amis qui pensent beaucoup de choses sur ce que l'on peut appeler la misère de la jeunesse. Ceci a été résumé de différentes manières par Maxime, par Philippe ou par Émilie. Et quand on regarde les textes, au-delà de ceux qui ont été présentés, on s'aperçoit qu'il y a 3 ou 4 convergences. La première, c'est, sous une forme ou sous une autre, le revenu de base. Tout le monde dit à peu près la même chose. La seconde, c'est, sous une forme ou sous une autre, le capital départ. La troisième, et ça a été présenté à l'Assemblée nationale par Boris Vallaud, c'est la question de l'extension du RSA au 18-25, parce que tout le monde a compris qu'il y avait un trou dans la raquette. Et nous avons autour de ces 3 propositions, des propositions de sens que pourrait porter l'ensemble de la gauche, car si vous regardez ce que disent les écologistes ou si vous regardez ce que dit la France insoumise, ils ne sont pas loin de ce qui est déjà notre programme commun. Par contre, il y a 2 questions qui ne sont pas tout à fait abordées. La première question, et dans Nouvelle Société, nous avons travaillé sur ce sujet, c'est les mesures à prendre sur la protection sociale de l'enfance. C'est 8 milliards d'euros. C'est assez étonnant que les forces de gauche n'en parlent pas, car c'est les prérogatives des conseils départementaux. Et il me semble que nous allons, dans quelques temps, avoir une élection très importante dans ce domaine. La protection de l'enfance est un problème essentiel de l'exclusion dans la pauvreté de l'enfance. Et je crois que la gauche, si elle veut être fidèle à son discours de justice sociale, a toute une série de propositions à faire en ce sens. Deuxième
question qui fâche, qui n'a pas été posée ici, qui n'a pas été posée dans les textes, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas, à gauche, faire comme si la jeunesse était seulement exclue. Il y a un problème dans la jeunesse que nous voyons tous les jours. C'est ce qu'ont vu nos amis de Bron hier soir, c'est ce qu'on a vu dans un certain nombre de quartiers, c'est la violence des bandes. Donc il faut tout à la fois être radical dans les propositions de protection de la jeunesse sous toutes ses formes, mais il faut aussi avoir un discours, je dirais, clair et net sur les violences des bandes perpétuées à la fois contre ici un journaliste, là des commerçants ou là en direction de la police. Sinon, nous retombons dans les difficultés qui sont celles de la gauche, c'est-à-dire, qui me semble essentiel, un discours de justice sociale, mais incapable de traiter les problèmes inhérents à notre société et aux difficultés que nous rencontrons. Donc, nous avons fait dans Nouvelle Société une série de propositions pour casser les bandes, voir comment on s'attaque à ces sujets, comment on réinsère ceux qui sont entraînés dans cette violence ou cette ultra-violence. Ça me semble essentiel si nous voulons avoir un projet équilibré. Donc, il y a des convergences, elles sont extrêmement fortes et extrêmement bien exprimées et extrêmement puissantes. Et puis, il y a des sujets à traiter, que ce soit la protection de l'enfance ou que ce soit le phénomène des bandes aujourd'hui dans notre société. Merci Jean-Christophe. Je crois que Paula voulait prendre la parole, me semble-t-il, non? Où est-ce qu'elle est? Oui, oui, je suis là. Merci beaucoup. Oui, moi, ce que je voulais peut-être rappeler quelques chiffres, parce que je crois que s'il y a urgence aussi à traiter ces questions, c'est non seulement évidemment parce que les conditions de la jeunesse sont devenues insupportables en temps de Covid, mais aussi parce qu'il y a un risque politique et sociétal de clivage générationnel, de conflit générationnel. Et cette solidarité intergénérationnelle est un peu la base de notre pacte social. Pour rappeler quelques chiffres, on a le baissé en moyenne de 10% pendant la période Covid. On a un jeune sur deux qui déclare avoir connu une baisse de pouvoir d'achat contre seulement un tiers des différences entre ce que vivent les générations plus âgées et les jeunes générations. En termes de santé mentale aussi, on a 56% des jeunes qui déclarent avoir connu des problèmes, 34% des plus de 65 ans. En termes de vie sociale aussi, par exemple, on a une détérioration de leur vie amoureuse contre seulement 8% des plus de 65 ans. Donc, on voit vraiment ce décalage entre ce qu'ont vécu les jeunes générations et les générations plus âgées. C'est d'autant plus véritable qu'on a 56% des Français qui craignent en fait que ce conflit de génération arrive dans les mots, qu'on le garde présent quand on... Paula, on a un petit problème, c'est que la connexion n'est pas bonne. Sur lesquels... Ah. Oui, tu n'y es pour rien. Je vais enlever ma caméra. Là, vous m'entendez mieux sans la caméra? Oui. Voilà, je vais être courte de toute façon. Moi, je pense qu'une des questions aussi qu'il faut qu'on ait en tête, c'est qu'il faut tourner la page de l'approche familialiste qu'on a de la jeunesse. Une approche de gauche de la jeunesse doit être une approche qui donne une véritable autonomie, une véritable indépendance aux jeunes. Il faut que les droits des jeunes soient plus liés au statut social ou fiscal de leurs parents. Et donc ça, c'est vraiment un horizon qu'il faut qu'on affiche. Et donc sur les propositions, on a plusieurs déjà qui ont été mentionnées sur lesquelles il y a des vraies convergences.
le droit de vote à 16 ans, RSA 18 ans, une sorte de coup de pouce en début de vie sous forme de dotation de capital ou allocation autonomie, etc. Il y a la question des logements, la question des sports qui ont été mentionnés. Je crois qu'il y a aussi une question autour par exemple, la gratuité des transports pour les jeunes, en plus des réductions pour le permis de conduire que proposent les engagés. Et puis, il y a un autre sujet aussi à traiter, c'est les questions d'inégalité de genre et de discrimination à l'embauche, au premier emploi, parce que c'est en général dans ces premières expériences qu'on peut vraiment faire diverger s'éloigner vraiment de l'égalité des chances qu'on poursuit. Donc voilà, pour moi, il y avait une idée de rédiger un petit texte qui circulait, je crois que c'est Philippe qui l'a mentionné. J'avais aussi eu cette idée dans mon coin. J'ai commencé à ébaucher un petit texte, donc autour de ça, un accord sur quelques propositions de base. Merci. Merci Paula. Ben, écoute, fais-nous parvenir ton texte, nous en ferons notre miel. Qui est-ce qui... Fanny, peut-être, voulait parler, non, il me semble. Ou Kylian. Ouais, Kylian avait levé la main depuis bien plus longtemps que moi, donc je vais lui laisser la parole et je la prendrai juste après. Non, mais vas-y, si tu veux, je parlerai après, t'inquiète pas. Ok. Moi, je voulais aborder un sujet qui forcément est au cœur des idées d'À nous la démocratie. Et pour moi, il y a les meilleures personnes pour fabriquer des propositions qui soient pertinentes au regard de leur situation pour les jeunes. En fait, ce sont les jeunes eux-mêmes, et la représentation aujourd'hui des jeunes en politique, et notamment dans les instances de gouvernement et de gouvernance de notre pays, est quand même assez faible. Même dans les instances, moi je suis adjointe au maire du 18e arrondissement de Paris en charge de la participation citoyenne, et je vois que la participation des plus jeunes aux différentes instances de démocratie participative et de concertation est très faible. Et on a un vrai enjeu en fait, comment ces propositions sont construites sur leur réalité. Moi, je ne suis pas si vieille que ça, mais je ne suis plus étudiante, hein, j'ai un salaire, donc je ne vis pas forcément la même chose que ce qu'ont pu vivre les plus jeunes de nos concitoyens dans cette dernière année. Et je pense que c'est vraiment important en fait, qu'ils contribuent directement aux propositions et aux décisions qui sont prises pour eux. Et donc, quelles sont les modalités, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, qu'est-ce que les partis peuvent mettre en place aussi pour favoriser la représentation des plus jeunes dans nos instances. Il y a un mouvement en France qui s'appelle Tous élus, qui travaille à ça. Il y a, inspirons-nous aussi de ce qui s'est fait ailleurs, les équipes de Bernie Sanders sont allées chercher des jeunes, et notamment des jeunes femmes pour les élections. C'est comme ça que est sorti, entre guillemets, Alexandria Ocasio-Cortez. C'est aussi comment ceux qui ont l'habitude, entre guillemets, de faire de la politique vont chercher ceux qui en sont le plus éloignés pour leur permettre d'avoir des places, d'avoir des postes, et donc de contribuer directement aux différentes propositions et aux différentes décisions qui vont les concerner. Donc, je n'irai pas plus loin parce que je pense que toutes les propositions que vous faites sont vraiment intéressantes sur à la fois leur place, la façon dont ils ont des revenus en effet, leur entrée dans le monde du travail. Mais je pense que les personnes les plus pertinentes pour proposer ça sont en effet les personnes qui sont directement concernées. Et donc, ils et elles ont leur place dans nos instances de décision politique. Et donc, je pense qu'on a vraiment aussi à travailler sur, avant d'être élu, avant le programme, mais comment on fait aussi les propositions et comment on travaille avant même d'être aux responsabilités sur ces sujets-là, et donc sur la montée de nos plus jeunes en tant qu'élus. Merci Fanny. Kylian donc avait demandé la parole bien avant et il a été très... Oui, avec plaisir. Du coup, donc toutes les propositions qui ont été faites jusque-là sont très très pertinentes, que ce soit sur le logement, sur l'université, et même la dernière intervention sur qui serait les mieux placés pour parler des problématiques qui les concernent. Et du coup, on est d'accord qu'il y a une notion d'urgence à agir. Il y a eu parler de RSA jeunes, d'allocation d'autonomie, etc. Ça, c'est des propositions où tout le monde est d'accord sur le fond. Il faut se mettre d'accord et essayer de les promouvoir sur des modalités concrètes. Par contre, il y a deux choses qui sont plus larges que le sujet de la jeunesse, mais qui sont
pour moi fondamentale. On parlait de pauvreté, de précarité, c'est la répartition des richesses d'un côté, donc c'est-à-dire flécher ce qui a été évoqué avec des dispositifs d'aide parfois inconditionnels, mais c'est la répartition des richesses et des manques de moyens, que ce soit à l'université, il a été évoqué les collèges, les lycées, l'enfance, donc des manques de moyens. Et ça, c'est changer les règles du jeu économique. Et donc, ça revient au premier sujet, ça fait un lien avec le premier sujet, et que pour traiter ces problématiques de jeunesse, et on voit bien cet après-midi que les propositions, elles existent, tout le monde a des propositions à faire et qui sont hyper pertinentes, mais on se heurte toujours à des problèmes de moyens, et du coup, proposer un autre récit, un autre modèle économique est pour moi fondamental, parce que sinon on va continuer, puisque la jeunesse a des problèmes, mais chaque étape de la vie a ses problématiques, et du coup il y a besoin de réfléchir à ça, et donc pour ça il a été donné plusieurs mesures, mais à Nouvelle Donne on a promu un plan climat. Et ça peut être fondamental dans la création d'emplois. Et ça rejoint le deuxième point qui est le fait de faire société. Parce que la jeunesse a ses problèmes, mais rien de mieux que s'insérer dans l'emploi et obtenir une contribution à la société pour lutter contre les problématiques qui ont été citées, d'exclusion, de pauvreté. Et du coup, les plans d'emploi, le plan climat qui permettrait de créer des emplois et la semaine de 4 jours, qui sont deux mesures défendues par Nouvelle Donne, qui sont des mesures généralistes, pas centralisées sur la jeunesse. Mais pour moi, pour nous, à Nouvelle Donne, c'est fondamental parce que ces problématiques économiques et ces problématiques d'emploi, de répartition des richesses et de répartition du temps de travail, ça génère des problèmes, ce manque d'heures de travail disponibles, ça génère des problèmes pour lesquels on essaie de trouver des solutions. Mais il est essentiel de s'attaquer à la racine du problème, et c'est pour ça que ça rejoint le premier débat avec un récit de société qui inclurait tout le monde, c'est de dire nous faisons société et nous allons tous vers un chemin vers plus de sobriété, de respect de l'environnement, mais également vers un meilleur partage du temps de travail pour pouvoir donner à chacun sa place dans la société, et ce qui réglerait une partie des problématiques. Après, sur des problèmes plus spécifiques, il y a beaucoup de mesures qui ont été données, donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais le fait de faire société et de proposer un projet qui inclut tout le monde, je pense que c'est une dimension très importante, notamment pour la jeunesse qui doit trouver sa place, qui doit trouver par l'emploi un rôle social. Merci Kylian. Je crois que Guillaume n'a pas parlé. Me trompais-je? Non, merci, merci Laurent. Effectivement, je pense que sur l'idée d'un revenu de base et d'un capital sont deux propositions. Alors pour le revenu de base, nous l'avons soutenu lorsque ça a été proposé par le Parti socialiste, donc je salue Maxime. Pour ce qui concerne le capital, on nous propose, nous, depuis un certain temps, avec des conditionnements, parce que nous pensons qu'on ne peut pas fonctionner avec la jeunesse dans une logique en permanence qui serait une logique universaliste dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'il viendrait finalement considérer que la jeunesse doit être entretenue parce qu'elle est la jeunesse, ce qui en soi serait se tromper, puisque la jeunesse est d'abord un état qui ne dure pas, enfin, sauf pour certains autour de cette table, mais sinon, pour la plupart d'entre nous, ça ne dure pas, et globalement, parce que la jeunesse, je crois, n'a pas du tout envie d'être enfermée dans un statut définitif. Quand on l'écoute, elle a plutôt envie de pouvoir se projeter, et donc de se sentir responsabilisée et concernée. Pour ce qui concerne l'accès à l'emploi, parce que c'est souvent quand même, ou en tout cas l'accès à l'inclusion sociétale, ça fait partie des vrais sujets. Nous réfléchissons à ce qu'au niveau des régions, il y ait des agences régionales d'intégration de la jeunesse. Alors, de plusieurs manières. D'abord, pour ce qui concerne la jeunesse diplômée, qu'elle puisse intégrer les entreprises sous forme de stages qui sont aidés entreprises par les régions, puisque c'est la compétence économique est aux régions, et donc il nous semble qu'une contrepartie des aides économiques qui sont versées par les régions pourrait porter sur le fait que la région puisse placer un certain nombre de stagiaires pour un premier accès à la vie professionnelle, donc en contrepartie des aides. Pour les jeunes non diplômés,
on pourrait commencer par une intégration. Alors, je précise à Marine de Calbiac que je ne suis plus conseiller général de l'Ain depuis 2015 et qu'il faudra qu'elle revoie ses fiches. Et que donc, ça me rappelle ma jeunesse, C'était hier. Oui, c'était hier, puis j'en suis très fier. Pour les jeunes non diplômés, on pourrait avoir un sujet de travail avec les associations qui sont elles aussi subventionnées et pour lesquelles, là aussi, il y a parfois discussion à porter sur les contreparties, puisqu'on parle souvent des contreparties d'intérêt pour le territoire, elles sont nécessaires, mais dans l'intérêt pour le territoire, il y a quand même l'intégration des jeunes. Et puis, il y a quand même aussi toute une part de la jeunesse, il faut l'entendre, qui est très branchée Startup Nation, même si parfois nous, ça nous dépasse, et qui croit à cette idée de la start-up, du fait qu'elle puisse se révéler par ses propres envies. Et je pense qu'il faut que nous soyons aussi très proactifs sur cette jeunesse-là. Nous, la gauche, sommes souvent timides sur cette jeunesse qui a envie de se réaliser par l'activité économique. Et je crois qu'il faudrait que nous soyons aussi, là, au travers des régions, très proches de ces jeunes qui, parfois, dès 18 ans, dès 17 ans, lancent leurs premières activités, leurs premières envies, leurs premières idées. Et je pense que c'est à encourager parce que c'est une forme d'intégration dans le monde professionnel et adulte. Ensuite, il y a le plafond de verre, sujet dont on parle souvent dans le vague. Sur le plafond de verre, là aussi, nous avons des réflexions. D'abord sur le fait qu'il faut que l'élite de ce pays existe et il faut qu'elle ressemble au pays, pas simplement à une partie du pays. J'ai lu que beaucoup trouvaient que nous étions trop d'hommes blancs sur cette Zoom. Je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait une élite qui ressemble au pays. À partir de là, nous nous proposons que la sélection dans les grandes écoles, toutes les grandes écoles, démarre dans les lycées, parce que ça permet à la fois de lutter contre les fractures territoriales, mais ça permet aussi de lutter contre les inégalités de code et même parfois de niveau entre lycées. On n'en parle pas non plus, parce que nous sommes très attachés à l'éducation nationale, mais il nous faut quand même bien reconnaître que selon que tu as fait ton lycée à Louis-le-Grand ou à Trappes, franchement, le démarrage dans la vie n'est pas totalement au même niveau, même si les deux ont le bac. Donc il faut aussi qu'on en parle. Nous proposons aussi de créer une agence nationale de l'intelligence des hautes technologies. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur le plafond de verre dans ce pays pour une jeunesse qui voit que l'avenir est aux États-Unis, est à Dubaï, est à Londres, parce qu'elle considère que ce pays ne sait pas reconnaître l'intelligence quand elle est dans les high-tech, parce que ce pays apparaît souvent comme frileux sur ces questions-là. Et donc, nous proposons que cette agence permette de recenser ces jeunes qui ensuite se font débaucher par Facebook, on en a plein d'exemples, et vont fabriquer des vaccins ailleurs, alors que nos propres laboratoires en France ne les embauchent pas et ne fabriquent pas de vaccins, donc on aurait effectivement de quoi dire. Enfin, il y a quelques problèmes qu'il faut affronter. Il y a un problème aujourd'hui d'une jeunesse qui démarre très tôt, dès le collège en général, vis-à-vis de l'écran. Et là, je crois qu'il y a un accompagnement fort à développer vis-à-vis au sein des collèges et vis-à-vis des parents et vis-à-vis des enfants sur à la fois l'addiction à l'écran, mais aussi le fait d'apprendre à se servir de tout ce qui va derrière les écrans. Et on sent bien aujourd'hui qu'il y a un sujet qui n'est pas traité et des réseaux sociaux qui prennent une ampleur extraordinaire dans la pensée et dans la vie des plus jeunes, et très tôt. Et donc, il faut que nous soyons au rendez-vous. Et puis, il y a le sujet d'une jeunesse qui a renoncé, tourné le dos à entrer dans un modèle républicain et même économique. C'est la jeunesse qui vit de la drogue. C'est la jeunesse qui, aujourd'hui, organise l'économie souterraine dans certains quartiers. Une jeunesse qui a trouvé d'autres voies de ressources et parfois d'espoir, même si ça n'en est pas. Et nous proposons la légalisation du cannabis dans ce pays de manière, en contrepartie, à permettre de sortir cette jeunesse et à la réintégrer et territorialement, et économiquement, et de manière républicaine dans le système, en passant par la réalité qu'elle vit aujourd'hui. Je sais que c'est un sujet qui parfois divise la gauche, mais il faut que la gauche accepte d'affronter ses propres factures, il faut surtout qu'elle accepte d'affronter le réel. Voilà ce que je voulais vous dire sur la jeunesse. Merci Guillaume. Les engagés ont réfléchi aussi à la question du cannabis et on a fait plein de propositions aussi sur la discrimination, ce qui nous paraît un sujet essentiel, surtout quand on est républicain. C'est le paradoxe de la chose. Bref, enfin bon, je ne suis pas là pour dérouler nos idées. Karim l'a fait excellemment. Est-ce qu'il y a des gens qui, parce que là il est 5h moins 10, donc on arrive au bout, hein. Est-ce que quelqu'un a un regret, voudrait ajouter quelque chose? Il nous reste quelques minutes, pas plus, mais nous les avons.
Qui voudrait éventuellement compléter ce qu'on vient de dire? On a Antoine Hermelin. Antoine. Moi, j'ai une petite question sur justement la suite de notre travail, de notre échange, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites et activons peut-être nous plus entre deux échanges pour justement échanger, partager et commencer à construire des choses. Tout à l'heure, ça a été évoqué, mais je pense qu'effectivement, il est important qu'on accélère le mouvement et qu'on se rencontre plus souvent pour partager ces points de vue qui sont très convergents et on voit beaucoup de consensus sont évoqués. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on accélère un petit peu sur cette partie-là, si ça vous le dit. Donc, proposition. Je vois Philippe qui veut dire un petit mot. Rapide, hein, parce qu'on arrive au bout. Très rapide, très rapide. C'est pour aller, bien sûr, dans le sens d'Antoine et de ce qui a été dit par Fanny, notamment par Jean-Christophe. Nous avons parlé des jeunes. On se rend compte que tout le monde a rédigé des propositions claires pour essayer de changer la donne par rapport à ce sujet-là. Est-ce qu'il est possible, en s'appelant en off les uns et les autres, de faire un texte commun, co-signé et à égalité avec le nom de toutes les structures que nous représentons, partis ou clubs, sur ce sujet-là, et de le diffuser, et même de le diffuser par voie de presse. Ça, c'est un acte concret qui serait un premier acte sur l'évolution de cette union que nous souhaitons tous. Voilà ce que je propose, simplement. Merci Philippe. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça ou bien j'arrive à la conclusion? Jean-Christophe? Non, mais je voulais dire que ce que vient de dire Philippe, c'est l'évidence. Si on voit, et les propositions me semblent totalement pertinentes, si on voit là qu'il y a 4, 5, 6 prises de position communes, ça ne devrait pas être compliqué de rédiger un petit texte qui manifeste les convergences. Et nous voyons bien tous que s'il y a un texte qui est signé par l'ensemble que nous sommes, d'un seul coup, ça devient quelque chose d'extrêmement fort. Et si nous le faisons demain, il y a des très bonnes propositions qui ont été faites par Boris Vallaud et le Parti socialiste sur la santé, mais les uns et les autres ont leurs propres préoccupations, mais on peut faire aussi un texte sur la santé, on peut faire un texte sur la question sociale d'une manière plus générale ou sur la sortie de crise. Si nous avions d'ici l'été 4-5 prises de position communes, je pense que nous aurions bien avancé. Bon, écoutez, je peux dire une chose? Oui, tu as le droit. Qui servira de conclusion provisoire. J'ai passé une partie de ma vie à rédiger des textes, comme vous savez. Donc, je vous propose d'abord, il y aura un compte-rendu de cette réunion. Nos amis des engagés ont été à l'écoute et donc ils vont faire un petit compte-rendu comme on avait fait la première fois, qu'il en reste un texte écrit. Mais bon, moi, si je vois que plusieurs personnes le souhaitent, je peux pondre un texte synthétique, pas trop long, qui reprenne la substantifique moelle de ce que nous venons de dire. Il y aura peut-être des différences d'un courant à l'autre, d'un club à l'autre, d'un parti à l'autre, mais ce sera une proposition, et puis je l'enverrai à tout le monde, et puis on verra ensuite comment ça peut aboutir. Mais je suis volontaire pour, de la manière la plus honnête possible et la plus objective, au fond, faire un texte commun et ensuite signe qui veut, c'est libre. Mais ces discussions, à mon avis, sont fructueuses et elles montrent qu'il y a une grande richesse de propositions d'abord. Il manque peut-être, me semble-t-il, parfois le volet financement, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ajoute les unes aux autres, mais on ne sait pas combien ça coûte à chaque fois. Et comme nous sommes moi en tout cas de la gauche réformiste, je suis toujours sensible à la question de savoir si on peut vraiment mettre en œuvre tout ce qu'on propose, donc si on a les moyens de le faire. Mais bon, ça c'est une remarque en passant. Donc voilà, on fait un compte-rendu de l'ensemble de la discussion où chacun sera cité, si vous voulez. Et puis je ferai un petit texte de synthèse que je vous envoie à tous, si vous en êtes d'accord. Hein. Et la semaine prochaine, on va
multiplier les échanges informels pour voir comment on peut ensuite se concerter de manière plus nette et plus précise. Voilà. Voilà où j'en suis. Parfait. Il me reste maintenant à vous remercier tous, à moins que quelqu'un… Comment? Merci à toi, Laurent. Ben oui, c'est moi qui vais travailler maintenant. Et voilà. Ok, et on se revoit dans un mois si vous en êtes d'accord, et on choisira, à mon avis, enfin, je vous dis ce que j'en pense. Pour la prochaine fois, il faut prendre un sujet qui fâche. Parce que là, on a pris 2 sujets sur lesquels, au fond, on savait d'avance qu'il y avait plutôt des convergences plus faciles, quoi. Mais par exemple, qui sera candidat à la présidentielle, si tu veux te fâcher? Comment? Qui sera candidat à la présidentielle et comment, si tu veux? Non, ouais, je parle du fond, là. Non, mais par exemple, ce que toi, tu as évoqué, Jean-Christophe, sur les questions de sécurité. Ah ouais, c'est sûr. Moi, je le vis tous les jours quand je vais faire de mariole à la télé. On n'est pas au point là-dessus. C'est clair. On a un discours défensif, on a raison de défendre les libertés publiques et d'être contre les lois répressives, tout y quanti, mais on voit bien qu'il y a un problème, c'est que les victimes de l'insécurité, c'est les gens que nous sommes censés défendre. Absolument. Absolument. Donc, il faudrait leur dire quelque chose, il faut qu'il y ait une stratégie dans ce domaine. Et donc, je pense que ça serait éventuellement, enfin, je suggère ça pour l'instant, on peut changer éventuellement, mais que le prochain Zoom de la gauche soit consacré à ces questions-là. Voilà. C'est un bon sujet. C'est un bon sujet. Moi qui suis conseiller départemental d'un canton très difficile à Bordeaux, je peux vous garantir que ça glisse à une rapidité phénoménale et c'est un vrai sujet. Et les curseurs ont changé aujourd'hui. Et même au niveau de la prévention spécialisée, ce qui est très important, ça dépend des départements, il y a des choses à revoir car ça ne correspond plus à la réalité de ce qui se passe et qui s'est accéléré en 2 ou 3 ans. On a une bataille culturelle à mener là-dessus parce on est en position de faiblesse, il faut être honnête là-dessus. Enfin, toute la gauche. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejoindre une position comment dire, dure, extrême, etc. Pas du tout. Au contraire, il y a le problème d'un discours. Comment? C'est un discours à construire. Depuis le colloque de Villepinte, on n'est jamais revenu sur les questions de sécurité. Un équilibre avait été trouvé par Jospin à ce moment-là. Bon, aujourd'hui, il est battu en brèche. Il faut reconstruire un discours parce que sinon, tu fais CNews, je le fais aussi, on fait les chaînes d'infos et on voit bien que dans les chaînes d'infos, on est bousculé, même si on défend nos positions, par un discours démagogique qui s'appuie quand même sur des faits réels. Bon, tu as ton sujet pour la… Ah bon, c'est une proposition. Hein. Tu as ton projet pour le prochain coup? Je pense, oui, il me semble. Enfin, à moins qu'il y ait une opposition. Encore une fois, Comment? on a un intérêt à passer quand même d'abord du temps pour d'abord ce qui fait consensus avant de se battre, parce qu'on va se battre sur des sujets, mais passons du temps déjà pour déjà lister tout ce qui fait consensus, parce que c'est comme ça qu'on embarquera les gens. Si on commence à s'envoyer des contradictions, on risque de commencer par le mauvais bout. En tout cas, c'est juste ma vision. Je ne sais pas si elle est partagée. C'est vrai que c'est un risque. Mais il n'est pas certain qu'on soit en désaccord sur les questions à avancer. Ah non, mais dans le sujet de Laurent, je comprends que le débat est intéressant, mais d'abord, construisons vraiment tout ce qui nous fait consensus, parce que vous verrez que ça va permettre de créer une dynamique. Et ensuite, il y a forcément des points qui seront des points de discussion, d'échange, mais focusons-nous sur ce qui nous rassemble, et vous verrez que ça va créer vraiment une dynamique de travail, et je serais plus à l'aise qu'on démarre dans cet axe-là. Encore une fois, c'est très personnel, je laisse les autres. Voilà. C'est noté, c'est noté. Mais moi, je ne serai pas là, je vous ai teasé, parce que ce sera des femmes pour nous, la prochaine fois. Je vous ai teasé. Bien sûr, mais je vous assure qu'on a invité beaucoup de femmes, mais malheureusement, il se trouve, c'est le hasard des choses. Donc, je ne serai pas avec vous, mais en tout cas… c'est Lia Blowell, par exemple, qui a participé au premier Zoom. Elle n'était pas libre ce jour-là, c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Et, Laurent Geoffrin, vous avez évoqué tout à l'heure la question du financement de nos propositions. On l'a travaillé, nous, sur le revenu de base et la dotation universelle, qu'on a chiffré coût annuel à 24 milliards. On a des propositions pour le financer. On l'avait même inscrit dans une proposition de loi. Je vous l'enverrai. D'accord. Voilà, on détaille précisément. Très bien, d'accord. C'est le propre d'un parti de gouvernement. Bon, je vous propose de briser là.
Merci d'avoir participé de manière conviviale et sympathique à ce deuxième Zoom de la gauche. Il y en aura donc un troisième, le premier dimanche donc d'avril, à ce moment-là. Ne te découvre pas d'un fil. Comment? Ne te découvre pas d'un fil. Exactement. Et entre-temps, on aura toutes sortes d'occasions de discuter de manière informelle, à la fois du fond et de la stratégie. Voilà, mais essayons de converger. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt, merci à tous. Au revoir. Au revoir.